Dans la paisible ville de Sète, Marianne pensait pouvoir trouver refuge entre les murs de sa maison, loin du tumulte de l'hôpital et des tracas du quotidien. Mais ce qui devait rester un cocon rassurant se transforme peu à peu en un lieu hostile, où chaque détail devient un signe inquiétant. Tout commence par des anomalies d'apparence banale, mais qui, mises bout à bout, créent un climat glaçant. Un lampadaire déplacé, une chaise renversée, des livres jetés à terre sans explication, ces éléments, que l'on pourrait d'abord attribuer à un simple accident ou à un geste d'inattention, prennent une toute autre dimension lorsqu'ils se répètent et semblent orchestrés. Marianne, femme de caractère, n'est pas du genre à se laisser impressionner facilement. Médecin aguerri, habituée à gérer des situations de crise, elle a l'habitude d'analyser les faits avec sang-froid. Pourtant, cette fois, quelque chose échappe à sa rationalité. Ces incidents ne ressemblent pas à des maladresses. Ils portent la marque d'une intention, d'une volonté de perturber son quotidien. La maison, censée être un havre de paix, devient alors un piège, un théâtre où une menace invisible prend forme. L'atmosphère se densifie encore lorsqu'un mot glaçant fait son apparition. Peu importe sa forme, quelques lettres inscrites à la hâte, une injonction sèche, le résultat est le même, l'effet d'un électrochoc. L'agression n'est plus seulement symbolique, on ne parle plus d'un simple désordre domestique mais d'un message adressé directement à elle. Quelqu'un cherche à l'intimider. L'inconnu qui agit dans l'ombre franchit un cap, transformant la peur diffuse en terreur palpable. Dans ce climat pesant, la vie des autres habitants de Sète suit pourtant son cours. Christelle, préoccupée par la disparition inexpliquée d'Annie, se confie à Sylvain. Elle redoute le pire, imaginant qu'un drame a pu survenir. Sylvain, pragmatique, tente de minimiser l'affaire. Pour lui, Annie a probablement trouvé refuge ailleurs, peut-être chez Alain. Mais la peur qui ronge Christelle illustre un sentiment partagé par plusieurs personnages dans cet épisode. La crainte que l'ordre des choses se fissure et que l'inquiétude s'installe dans le quotidien. Parallèlement, Arthur se révèle plus complexe qu'il n'y paraît. Officiellement, il affiche un visage conciliant, prêt à tendre la main à Victoire et Fred. Il leur propose de discuter, d'apaiser les tensions, comme s'il cherchait à se racheter. Mais ce comportement masque un double jeu inquiétant. Derrière ces airs compatissants se cache un homme dont les convictions semblent bien plus sombres. Le contraste entre son discours public et ses intentions privées ne fait que renforcer l'impression d'un piège invisible qui se resserre sur plusieurs protagonistes, Marianne en tête. Pendant ce temps, Karim vit une intrigue radicalement différente et presque en contrepoint du climat oppressant qui entoure Marianne. Il confie à Lou qu'il a un rendez-vous avec Laurie, une perspective qui allège temporairement l'atmosphère générale. Lou, complice et bienveillante, accepte de garder Nina pour qu'il puisse profiter de cette rencontre. Cet élan de légèreté contraste avec le malaise qui grandit d'ailleurs. Dans Demain nous appartient, ces respirations narratives ne sont jamais anodines. Elles permettent de souligner encore davantage la gravité de ce que traverse Marianne. À mesure que les minutes passent, la tension monte. Marianne n'est plus seulement troublée. Elle commence à se sentir piégée dans son propre foyer. La peur n'est pas une émotion habituelle chez elle. Mais cette fois, elle doit affronter l'inimaginable. L'idée qu'un intrus, peut-être tapi dans l'ombre, a pris le contrôle de son intimité. Cette menace, encore diffuse mais bien réelle, sape sa confiance et ébranle son quotidien. Ainsi s'ouvre l'épisode 2016, sur une Marianne déstabilisée, en proie à une spirale d'angoisse. Les spectateurs assistent à la lente métamorphose de son environnement domestique en un décor cauchemardesque. Tout est mis en place pour plonger le public dans une atmosphère suffocante. Le doute, l'incompréhension, les objets déplacés et enfin ce message anonyme qui claque comme une gifle. Derrière la façade tranquille de Sète, un mystère inquiétant se dessine. Et Marianne en est la première victime. Si la maison de Marianne est déjà devenue un lieu de tension, un autre élément vient accentuer son malaise, des cris effrayants entendus dans la nuit. Ces sons glaçants venus rompre le silence de Sète résonnent encore dans son esprit au petit matin. Qui peut être à l'origine de ces hurlements? Était-ce une dispute entre voisins, une agression ou bien une mise en scène orchestrée pour la déstabiliser? Marianne, d'ordinaire rationnelle, ne parvient pas à trouver d'explication claire. Dès l'aube, elle décide d'en parler à Alain. Sa réaction, pense-t-elle, pourrait la rassurer. Mais à sa grande surprise, lorsqu'elle se rend chez lui et sonne à sa porte, il ne répond pas. Le silence derrière la porte close n'est pas seulement frustrant, il nourrit ses soupçons. Elle lui laisse un message vocal, espérant qu'il confirmera avoir entendu les mêmes bruits angoissants. Mais ce silence prolongé prend des allures d'énigme. Alain fuit-il volontairement la conversation, ou est-il lui-même lié à ce mystère? En revenant chez elle, Marianne découvre une scène encore plus troublante. Tous les livres de sa bibliothèque sont à terre, éparpillés sur le sol. Impossible de croire à une maladresse ou à un courant d'air. Cet acte porte la signature d'une intrusion volontaire. La peur devient tangible. Ces murs ne la protègent plus, ils enferment son angoisse.
Pendant ce temps, à quelques rues de là, Christelle vit sa propre nuit d'inquiétude. Annie, sa sœur, n'a pas dormi à la maison. Pas un message, pas un coup de fil. Pour Christelle, c'est un signe alarmant. Elle imagine le pire, persuadée qu'un danger rôde. Sylvain, son mari, tente de calmer ses inquiétudes. Il suppose qu'Annie a simplement trouvé refuge chez Alain et qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Mais la peur de Christelle n'est pas qu'une réaction excessive. Elle traduit le sentiment diffus qu'une menace plus vaste plane sur plusieurs habitants de Sète. À l'hôpital, Marianne croise justement Christelle, encore agitée par cette disparition nocturne. Les deux femmes échangent sur leurs angoisses respectives. Christelle confie qu'elle a entendu des cris cette nuit-là, confirmant que Marianne n'a pas rêvé. Cette révélation est capitale. Elle prouve que la peur de Marianne n'est pas seulement le fruit de son imagination. Ensemble, elles décident de franchir un pas supplémentaire. Aller au commissariat pour signaler ces événements troublants. L'inquiétude individuelle devient alors une affaire collective, et les autorités doivent intervenir. Le commissaire Sébastien prend la plainte au sérieux. Sarah et Nordine sont immédiatement missionnées pour interroger Alain, principal voisin et témoin potentiel. Mais lorsqu'il l'interroge, il nie catégoriquement avoir entendu quoi que ce soit. Cette dénégation ajoute une dose de mystère supplémentaire. Est-il sincère ou dissimule-t-il volontairement une vérité dérangeante ? Sa froideur laisse planer un doute inquiétant et le spectateur commence à s'interroger sur son rôle dans cette affaire. De son côté, Arthur continue de jouer à double jeu. Face à Victoire et Fred, il affiche un visage compatissant. Il leur rappelle qu'il est disponible s'ils souhaitent exprimer colère ou tristesse et qu'il ne tient aucune rancune envers Ludo d'avoir quitté sa sœur. Mais ce discours, trop conciliant pour être honnête, cache une duplicité que l'on découvre dans ses actes parallèles. Arthur se situe entre deux mondes, celui de l'ami compatissant et celui de l'homme troublé, fasciné par les crimes de Joyce. Au fil de l'épisode, les intrigues secondaires tissent une toile où tout semble relié. Karim, en pleine discussion avec Damien après un jogging intense, évoque son rendez-vous avec Laurie. Une légèreté bienvenue, mais qui contraste avec l'oppression ressentie par Marianne. Cette alternance renforce la dramaturgie de l'épisode. Pendant que certains goûtent aux promesses d'un nouvel amour, d'autres sombrent dans une spirale de terreur. Des cris dans la nuit installent un tournant majeur. La menace ne se limite plus à des objets déplacés ou à des suspicions vagues. Elle devient sonore, partagée, confirmée par plusieurs témoins. Le spectateur comprend alors que Marianne n'est pas victime de simples hallucinations. Une main, une voix, un esprit malveillant agit bel et bien dans l'ombre. Qui cherche à l'effrayer ? Pourquoi elle ? Les questions se multiplient, et avec elles, une angoisse croissante qui promet une suite haletante. Alors que Marianne s'enfonce dans une spirale d'angoisse, un autre personnage révèle peu à peu une facette plus sombre de sa personnalité, Arthur. Depuis quelque temps déjà, son comportement intrigue, oscillant entre empathie affichée et attitude suspecte. Dans l'épisode 2016, ce double jeu prend une dimension particulièrement inquiétante, plaçant Arthur au cœur des soupçons. Face à Victoire et Fred, Arthur adopte une posture irréprochable. Il se montre disponible, attentif à leur douleur, presque conciliant. Il leur rappelle qu'il n'éprouve aucune rancune à l'égard de Ludo, qui a quitté sa sœur, et qu'il est prêt à écouter leurs émotions, qu'elles soient faites de colère ou de tristesse. Il leur tend même sa carte professionnelle, les invitant à venir le trouver s'ils ont besoin de parler. Tout, dans son attitude, laisse penser qu'il cherche à apaiser les tensions et à assumer une forme de responsabilité morale. Mais ce masque bienveillant n'est qu'une façade. Car dès qu'il franchit les portes du parloir pour rencontrer Joyce, son discours change radicalement. Ici, Arthur révèle son véritable visage. Loin des paroles apaisantes offertes à Victoire et Fred, il se montre complice, presque admiratif. Il encourage Joyce à plaider l'irresponsabilité pénale, une stratégie judiciaire qui pourrait lui permettre d'échapper à une lourde condamnation. Mais surtout, il valide ses crimes, les justifie et les glorifie. Selon lui, Amandine, la sœur disparue, serait fière de Joyce. Ce retournement de discours glace le spectateur qui comprend alors l'étendue de sa duplicité. La révélation ne s'arrête pas là. Dans sa voiture, Arthur cache plusieurs poupées de laine, identiques à celles que Joyce déposait sur les scènes de crime. Cet élément devient la preuve matérielle d'un lien troublant entre lui et les agissements de Joyce. Est-il son copycat, celui qui reproduit ses gestes macabres pour brouiller les pistes ? Est-il son complice direct, agissant dans l'ombre pour prolonger son œuvre criminelle ? Ou bien joue-t-il un rôle encore plus inquiétant, celui de l'instigateur qui manipule Joyce et se cache derrière elle ? Le mystère reste entier, mais la suspicion grandit inexorablement. Ce double discours révèle un paradoxe glaçant. Arthur se nourrit du malheur des uns tout en cherchant à se faire passer pour un confident sincère. À Victoire et Fred, il offre des mots de réconfort. À Joyce, il prodigue des conseils pour échapper à la justice. Et dans le secret de sa voiture, il conserve des objets qui témoignent de son obsession morbide.
Cette ambivalence en fait un personnage central de l'intrigue, dont les choix pourraient bien redessiner les lignes de la menace qui plane sur Marianne. En parallèle, d'autres intrigues se développent, créant un effet de contraste narratif. Karim, par exemple, poursuit son idylle naissante avec Laurie. Leur dîner au Spoon marque un pas important. Laurie, franche et spontanée, pensait que leur rendez-vous se limiterait à un verre avant de se rendre chez lui. Mais Karim, plus posé, préfère prendre le temps de vérifier si le courant passe réellement. Cette scène légère et intime s'oppose frontalement à l'ambiance sombre qui entoure Marianne et Arthur. Elle rappelle aux spectateurs que la vie continue à 7, que les histoires d'amour et de désir se construisent en parallèle des drames. Pour Marianne, en revanche, la tension atteint un nouveau sommet. Alors qu'elle tente de reprendre une routine normale, elle découvre un message écrit sur la buée de son miroir après une douche « Dégage ». Ce mot, court et brutal, ne laisse plus de place au doute. Elle n'est pas victime d'un simple hasard ni d'un caprice du destin. Quelqu'un l'observe, la traque et veut la voir partir. L'intrusion est désormais psychologique, intime, invasive. Le spectateur comprend que le danger n'est pas seulement extérieur, mais qu'il s'immisce jusque dans ses moments les plus privés. Arthur, lui, reste au centre des interrogations. Sa proximité avec Joyce, son obsession matérialisée par ses poupées de laine et son double discours en font un personnage au bord de la bascule. Va-t-il franchir le pas et devenir lui-même un criminel actif ? Est-il déjà celui qui orchestre les menaces envers Marianne, ou bien n'est-il qu'un pion dans une machination plus vaste ? Ces questions alimentent la tension dramatique, renforçant l'impression d'un piège invisible qui se resserre autour de plusieurs protagonistes. De l'épisode illustre la force de Demain nous appartient, sa capacité à mêler intimité et suspense, drame personnel et menace collective. En révélant le double jeu d'Arthur, la série ne se contente pas de tracer le portrait d'un personnage ambigu. Elle ouvre une brèche qui relie l'angoisse de Marianne au crime passé de Joyce, tout en semant le doute sur l'identité réelle de celui ou celle qui cherche à la terroriser. Alors que Marianne sombre dans un climat d'angoisse, un élément essentiel vient contraster avec la peur, le soutien de ses proches. Mais ce soutien, bien que réconfortant, reste fragile, imparfait et parfois insuffisant face à la gravité de la menace. C'est Chloé qui, la première, prend les choses en main. En tant que fille, elle ne peut se résoudre à voir sa mère désemparée. Consciente de la peur qui s'installe chez Marianne, elle se rend chez elle pour vérifier la sécurité des lieux. Elle inspecte chaque porte vitrée, chaque fenêtre, cherchant le moindre indice d'effraction. Ce geste, à la fois simple et concret, traduit une volonté de protection maternelle inversée. C'est désormais la fille qui veille sur la mère. Pour Marianne, habituée à endosser le rôle de celle qui rassure et guide, ce renversement est à la fois touchant et douloureux. Elle remercie Chloé avec une pointe d'ironie tendre, se qualifiant elle-même de « vieille mère insupportable ». Derrière cette boutade, on devine son émotion face à la sollicitude de sa fille. Mais cette entraide familiale ne suffit pas à faire disparaître l'ombre qui rôde. Chaque nouvel incident, une chaise renversée, un lampadaire déplacé, un mot menaçant, renforce l'impression que quelqu'un s'acharne à la terroriser. La présence de Chloé agit comme une bouée de sauvetage ponctuelle, mais elle ne règle pas le problème de fond. Marianne le sait, tôt ou tard, elle devra affronter seule l'auteur de ces menaces. Alain, lui aussi, tente d'apporter son soutien. Sa présence auprès de Marianne se veut rassurante. Mais son comportement suscite des doutes. Pourquoi n'a-t-il pas entendu les cris de la nuit ? Pourquoi son attitude paraît-elle parfois distante, presque froide ? Marianne oscille entre soulagement et suspicion. Elle apprécie la compagnie d'Alain, mais quelque chose dans son attitude laisse planer un doute. Le spectateur, lui, partage cette ambivalence. Alain est-il un allié sincère ou un acteur de l'ombre ? Dans ce climat de méfiance généralisée, même les proches les plus loyaux apparaissent impuissants. La police, bien qu'impliquée, avance à petits pas. L'interrogatoire d'Alain par Sarah et Nordine n'a rien donné de concret. Faute de preuves, les autorités se contentent d'observer, incapables de protéger réellement Marianne. L'impression d'isolement grandit et l'on comprend que le cauchemar de Marianne dépasse le cadre d'une simple enquête policière. Parallèlement, les intrigues secondaires renforcent cette impression de fragilité collective. Christelle, encore marquée par la disparition d'Annie, illustre la peur d'une communauté entière qui sent que quelque chose ne tourne pas rond. Même lorsque l'explication se révèle banale, un téléphone déchargé, l'angoisse persiste. C'est comme si chaque habitant de Sète devenait malgré lui le maillon d'une chaîne de suspicion et de doute. Et puis, il y a Arthur. Sa présence dans le paysage familial ajoute une tension supplémentaire. Son double discours, découvert plus tôt, rend sa proximité inquiétante. Peut-on encore lui faire confiance ? Ou bien représente-t-il lui aussi un danger potentiel pour Marianne ? Sa capacité à jouer sur plusieurs tableaux, compatissant avec certains, complice avec Joyce, nourrit une atmosphère de paranoïa généralisée.
Dans ce contexte, même le soutien affiché par les proches perd de sa force, car lorsque l'on ne sait plus à qui se fier, chaque geste bienveillant peut cacher une menace. Pour Marianne, ce soutien fragile agit comme un miroir. Il révèle la profondeur de son isolement intérieur. Elle est entourée, certes, mais personne ne peut véritablement comprendre l'intensité de sa peur. Personne, à part elle, n'a découvert ce mot glaçant sur le miroir de sa salle de bain. Personne n'a ressenti cette impression étouffante d'être observé jusque dans ses moments les plus intimes. Ce secret, lourd et terrifiant, reste pour l'instant son fardeau personnel. Ainsi illustre la complexité des liens familiaux et amicaux face au danger. Chloé, Alain, Christelle, tous tentent d'apporter aide et réconfort, mais leur soutien, aussi sincère soit-il, ne peut effacer la réalité. Marianne est bel et bien la cible d'une menace directe, et tant que l'auteur de ces actes n'aura pas été identifié, la solidarité des proches restera une protection fragile, incapable de conjurer totalement l'angoisse. Le spectateur assiste alors à une lente montée de la tension dramatique. La peur s'installe, les soupçons se multiplient, et l'impression d'un piège invisible se renforce. Ce qui frappe, c'est le contraste entre la normalité apparente, des gestes tendres, des repas partagés, des promesses d'amour naissant, et l'ombre croissante d'un danger que personne n'arrive encore à cerner. Dans cette ambiance oppressante, Marianne comprend une chose essentielle. Elle devra rester sur ses gardes, car le véritable soutien ne viendra peut-être pas de l'extérieur. Son salut dépendra de sa capacité à affronter seule ce qui se cache derrière ces signes menaçants. Le moment le plus glaçant de l'épisode 2016 survient dans la salle de bain de Marianne. Après une journée marquée par des découvertes inquiétantes, des conversations angoissées et un sentiment croissant de vulnérabilité, elle pense pouvoir trouver un peu de répit sous le jet d'eau chaude de sa douche. Mais ce moment intime, censé être apaisant, se transforme en véritable cauchemar. Sur le miroir embué, un mot apparaît, écrit du bout d'un doigt invisible, « Dégage ». 2 syllabes, simples et brutales, suffisent à faire basculer son univers. La menace n'est plus diffuse, elle est frontale, adressée directement à elle. Le spectateur ressent immédiatement la violence psychologique de ce message. Désormais, Marianne n'est plus seulement une témoin ou une victime collatérale de phénomènes étranges. Elle est la cible explicite d'une agression. Sa maison n'est plus simplement un décor inquiétant, elle devient l'épicentre d'un harcèlement. Ce message ouvre une multitude de questions. Qui en veut à Marianne au point d'orchestrer cette mise en scène ? Est-ce un rôdeur inconnu, un voisin malveillant ou quelqu'un de beaucoup plus proche qu'elle ne l'imagine ? Alain, silencieux face aux cris de la nuit, peut-il être impliqué ? Arthur, avec ses poupées de laine et son double discours, pourrait-il être l'auteur de ce geste ? Et si, derrière ces événements, se cachait un complot plus vaste, lié au crime de Joyce et à l'héritage d'Amandine ? Le spectateur, happé par ce suspense, partage l'angoisse de Marianne. Chaque détail prend désormais une dimension symbolique. Le miroir, lieu intime par excellence, devient le support d'une menace. L'eau, symbole de purification, se mêle au malaise. La douche, moment de vulnérabilité, se transforme en scène d'horreur psychologique. Tout est pensé pour renforcer l'impression d'intrusion totale. Dans le même temps, la vie à 7 suit son cours, presque indifférente à l'angoisse de Marianne. Karim poursuit son dîner avec Laurie, qui prend une tournure plus intime que prévu. Leur complicité contraste avec la terreur vécue ailleurs. Christelle, rassurée par le retour d'Annie, tente de retrouver son équilibre. Mais ce décalage narratif souligne encore davantage la solitude de Marianne. Alors que les autres reprennent le fil de leur quotidien, elle reste prisonnière d'un cauchemar personnel. Le spectateur assiste à une montée en puissance dramatique typique de Demain nous appartient. L'épisode joue habilement sur les contrastes. D'un côté, la légèreté d'un rendez-vous amoureux, la tendresse entre une mère et sa fille, ou encore la banalité d'un téléphone déchargé. De l'autre, la menace sourde matérialisée par des gestes inquiétants et un avertissement explicite. Cette opposition crée une tension émotionnelle qui maintient l'audience en haleine. Le message dégage agit comme un point de non-retour. Il ne s'agit plus d'un simple jeu ou d'une coïncidence. Quelqu'un a pénétré l'espace le plus intime de Marianne, a osé franchir le seuil de sa salle de bain et lui a laissé une injonction claire, partir. Mais pourquoi ? Que cherche-t-on à lui faire comprendre ? Est-ce une vengeance personnelle, un avertissement lié à une enquête en cours ou une tentative de la pousser à la folie ? La force de cette scène réside aussi dans l'absence de réponse immédiate. Tout reste en suspens. Le spectateur est plongé dans le doute, obligé de spéculer, de recouper les indices semés dans l'épisode. Arthur et ses poupées, Alain et son silence, Joyce et ses crimes passés, tous deviennent des suspects potentiels. L'épisode ne livre pas de conclusion, mais prépare le terrain pour une suite haletante. Marianne, quant à elle, se retrouve face à un dilemme existentiel. Doit-elle céder à la peur et quitter sa maison, ou au contraire affronter la menace et rester debout ? Sa force de caractère laisse penser qu'elle ne pliera pas facilement.
Mais derrière son courage, la peur s'installe, insidieuse, et transforme son quotidien en un champ de bataille invisible. Ce dernier avertissement, brutal et glaçant, marque la fin d'un épisode particulièrement intense. Il rappelle aux spectateurs que dans Demain nous appartient, les drames personnels et les menaces extérieures se mêlent pour créer un univers où chaque détail compte. Le miroir embué devient ainsi le symbole de l'angoisse à venir. Une vérité encore floue, mais qui finira par se révéler au prix de nouvelles épreuves. En conclusion, l'épisode 2016 ne se contente pas de raconter une série d'événements inquiétants. Il installe une mécanique de suspense implacable où la peur, la méfiance et le doute s'entrelacent. Avec ce dernier mot sur le miroir, Marianne n'a plus le choix. Elle doit faire face à l'inconnu et le spectateur sait que le cauchemar ne fait que commencer. Avec l'épisode 2016, Demain nous appartient confirme une nouvelle fois sa capacité à surprendre et à captiver. En plaçant Marianne au centre d'une intrigue inquiétante, la série joue sur une corde sensible. Celle de la peur domestique, celle qui transforme le lieu le plus familier en décor d'angoisse. Le mot « dégage », inscrit sur le miroir, ne marque pas seulement une menace. Il ouvre un nouveau cycle narratif où le spectateur sera invité à douter de tout et de tous. Mais l'épisode ne se limite pas à ce frisson psychologique. En parallèle, il explore la fragilité des relations humaines. Le soutien fragile des proches, les mensonges d'Arthur, la vulnérabilité de Christelle ou encore l'espoir amoureux de Karim. Ce mélange de noirceur et de légèreté donne à la série toute sa richesse, permettant à chacun de s'identifier ou de s'interroger. Une chose est certaine, après un tel cliffhanger, le public attendra avec impatience la suite. Qui se cache derrière ces menaces? Marianne saura-t-elle affronter ses démons ou finira-t-elle par céder à la terreur? Autant de questions qui promettent de nourrir les prochains épisodes et qui confirment que, décidément, à 7, rien n'est jamais vraiment tranquille.